Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Nous poursuivons ce soir la lecture de Eupalinos ou l'architecte de Paul Valéry. C'est une conversation entre Phèdre et Socrate qui se retrouvent au royaume des morts. Donc c'est une lecture très animée et très rythmée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Socrate. Il faut choisir d'être un homme ou bien un esprit. L'homme ne peut agir que parce qu'il peut ignorer et se contenter d'une partie de cette connaissance qui est sa bizarrerie particulière, laquelle connaissance est un peu plus grande qu'il ne faut. Phèdre. C'est pourtant ce petit excès qui nous fait homme. Socrate. Homme, crois-tu donc que les chiens ne voient pas les étoiles dont ils n'ont que faire? Il leur suffirait que leur œil perçût les choses terrestres, mais il n'est pas si exactement adapté à la pure utilité qu'il ne soit capable, cependant, des corps célestes et de la majestueuse ordonnance de la nuit. Phèdre. Ils aboient inlassablement vers la lune. Socrate. Et les humains, de mille manières, ne s'efforcent-ils pas de remplir ou de rompre le silence éternel de ces espaces infinis qui les effraient? Phèdre, ta propre vie s'y est consumée, mais moi, je ne me console point de la mort de cet architecte qui était en toi et que tu as assassiné pour avoir trop médité sur le fragment d'une coquille. Avec ta profondeur et tes finesses prodigieuses, Socrate, tu auras laissé derrière toi nos constructeurs les plus fameux. Ictinos, ni Eupalinos de Mégare, ni Chersiphron de Gnos, ni Spintanos de Corinthe n'eussent été capables de rivaliser avec Socrate l'Athénien. Socrate. Phèdre, je t'en supplie, cette manière subtile dont nous sommes faits à présent ne nous permet pas de rire. Je me sens devoir rire, mais je ne puis pas. Cesse donc. Phèdre. Mais sans rire, Socrate, qu'aurais-tu fait, architecte? Socrate. Que sais-je? Je vois seulement à peu près comme j'aurais conduit mes pensées. Phèdre. Conduis-les tout au moins jusqu'au seuil de l'édifice que tu n'as pas construit. Socrate. Il me suffit de poursuivre cette espèce de raisonnement de rêverie que je te faisais tout à l'heure. Nous avons dit, ou à peu près dit, que toutes les choses visibles procèdent de trois modes de génération, ou de production, qui d'ailleurs se mêlent et se pénètrent. Les unes font principalement paraître le hasard, comme on le voit par les débris d'une roche, ou par un paysage non choisi, peuplé de plantes çà et là poussées. Les autres, comme la plante elle-même, ou l'animal, ou le morceau de sel dont les facettes pourprées s'agglomèrent mystérieusement, font concevoir un accroissement simultané, sûr et aveugle, dans une durée où il semble contenu en puissance. On dirait que ce que ces choses seront attendent est ce qu'elles furent, et aussi qu'elles augmentent en harmonie avec les autres choses environnantes. Il y a, enfin, les œuvres de l'homme, qui traversent en quelque sorte cette nature et ce hasard, les utilisant mais les violant, et en étant violés selon ce que nous avons dit il y a un instant. Or, l'arbre ne construit ses branches ni ses feuilles, ni le coq son bec et ses plumes. Mais l'arbre et toutes ses parties, et le coq et toutes les siennes, sont construits par les principes eux-mêmes, non séparés de la construction. Ce qui est fait, sont indivisibles. Et il en est ainsi de tous les corps vivants ou quasi-vivants, comme les cristaux. Ce ne sont pas des actes qui les engendrent et on ne peut expliquer leur génération par aucune combinaison d'actes, car les actes supposent déjà les vivants. On ne peut dire, non plus, qu'il soit spontané, ce mot est simple aveu d'impuissance. Nous savons d'ailleurs que 1000 choses sont nécessaires dans le voisinage de ces êtres pour qu'ils soient. Ils dépendent de toute chose, quoique l'action de toute chose semble, à soi seul, incapable de les créer. Mais quant aux objets faits par l'homme, ils sont dus aux actes d'une pensée. Les principes sont séparés de la construction, et comme imposés à la matière par un tyran étranger qui les lui communique par des actes. La nature, dans son travail, ne distingue pas les détails de l'ensemble, mais pousse à la fois de toutes parts, s'enchaînant à elle-même, sans essai, sans retour, sans modèle, sans visée particulière, sans réserve,
Elle ne divise pas un projet de son exécution. Elle ne va jamais directement et sans égard aux obstacles, mais elle se compose avec eux, les mélange à son mouvement, les tourne ou les emploie, comme si le chemin qu'elle prend, la chose qui emprunte ce chemin, le temps dépensé à le parcourir, les difficultés mêmes qui l'opposent, étaient d'une même substance. Si un homme agite son bras, on distingue ce bras de son geste, et l'on conçoit entre le geste et le bras une relation purement possible. Mais du côté de la nature, ce geste du bras et le bras même ne peuvent se séparer. Phèdre. Le construire serait donc de créer par principe séparé ? Socrate. Oui, le fait de l'homme est de créer en deux temps, dont l'un s'écoule dans le domaine du pur possible, au sein de la substance subtile qui peut imiter toute chose, et les combiner à l'infini entre elles. L'autre temps est celui de la nature. Il contient, d'une certaine façon, le premier, et d'une autre façon, il est contenu en lui. Nos actes participent des deux. Le projet est bien séparé de l'acte, et l'acte du résultat. Phèdre. Mais comment peut-on concevoir la séparation et comment trouver les principes ? Socrate. Ils ne sont pas toujours si distincts que je l'ai dit. Et tous les hommes, d'ailleurs, ne les distinguent pas également. Mais une réflexion très simple et très primitive suffit à en donner l'idée. L'homme discerne trois grandes choses dans le tout. Il y trouve son corps, il y trouve son âme. Et il y a le reste du monde. Entre ces choses se fait un commerce incessant, et parfois même une confusion s'opère, mais jamais un certain temps ne s'écoule, que ces trois choses ne se distinguent l'une de l'autre nettement. On dirait que leur mélange n'est pas durable et que cette division doit nécessairement se réveiller de temps à autre. Phèdre. L'homme qui dort prend quelquefois sa jambe pour une pierre et son repos pour un mouvement. Il prend son désir pour une lumière, le bruit de son sang pour une voix mystérieuse. Le sentiment de son propre visage effleuré par une mouche lui apparaît un visage terrifiant qui le poursuivrait. Mais en effet, tout cela ne saurait durer. Il se réveille, rejetant le passé loin de son corps, le réservant à son âme. Il divise de nouveau toute chose et se rebâtit selon les principes. Socrate. Il est donc raisonnable de penser que les créations de l'homme sont faites, ou bien en vue de son corps, et c'est là le principe que l'on nomme utilité, ou bien en vue de son âme, et c'est là ce qu'il recherche sous le nom de beauté. Mais d'autre part, celui qui construit ou qui crée, ayant affaire au reste du monde et au mouvement de la nature, qui tende perpétuellement à dissoudre, à corrompre ou à renverser ce qu'il fait, il doit reconnaître un troisième principe, qu'il essaye de communiquer à ses œuvres et qui exprime la résistance qu'il veut qu'elle oppose à leur destin de périr. Il recherche donc la solidité ou la durée. Phèdre. Voilà bien les grands caractères d'une œuvre complète. Socrate. La seule architecture les exige et les porte au point le plus haut. Phèdre. Je la regarde comme le plus complet des arts. Socrate. Ainsi, le corps nous contraint de désirer ce qui est utile ou simplement commode, et l'âme nous demande le beau, mais le reste du monde, et ses lois comme ses hasards, nous obligent à considérer en tout ouvrage la question de sa solidité. Phèdre. Mais ces principes si distincts dans l'expression que tu en donnes, ne sont-ils pas, dans le fait, toujours mêlés ? Il me semblait parfois qu'une impression de beauté naquit de l'exactitude, et qu'une sorte de volupté fut engendrée par la conformité presque miraculeuse d'un objet avec la fonction qu'il doit remplir. Il arrive que la perfection de cette aptitude excite en nos âmes le sentiment d'une parenté entre le beau et le nécessaire, et que la facilité ou la simplicité finale du résultat, comparée à la complication du problème, nous inspire je ne sais quel enthousiasme. L'élégance inattendue nous enivre. Rien, dans ces heureuses fabrications, rien ne figure que d'utile. Elles ne retiennent plus rien qui ne soit uniquement déduit des exigences de l'effet à obtenir, mais on sent qu'il fallait presque un Dieu pour une déduction si pure. Il y a des outils admirables, étrangement clairs et nets comme des ossements, et comme eux qui attendent des actes ou des forces, et rien de plus. Socrate. Ils se font fait d'eux-mêmes, en quelque sorte, l'usage séculaire a trouvé nécessairement la meilleure forme.
La pratique innombrable rejoint un jour idéal et s'y arrête. Les milliers d'essais de milliers d'hommes convergent lentement vers la figure la plus économe et la plus sûre. Celle-ci atteinte, tout le monde l'imite, et les millions de ces répliques répondent à jamais aux myriades de tâtonnements antérieurs et les recouvrent. Cela se voit jusque dans l'art capricieux des poètes, et non seulement dans le matériel du charron et de l'orfèvre. Qui sait même, Phèdre, si l'effort des humains dans la recherche de Dieu, les pratiques, les prières essayées, la volonté obstinée de trouver les plus efficaces, qui sait si les mortels, à la longue, ne trouveront pas une certitude ou une incertitude stable et conforme exactement à leur nature, sinon à celle même du Dieu. Phèdre. Il y a aussi des discours si brefs et dont quelques-uns n'ont qu'un mot, mais si pleins et qui, dans leur nette énergie, répondent à tout si profondément qu'ils paraissent concentrer des années de discussions internes et d'élimination secrète. Ils sont indivisibles et décisifs comme des actes souverains. Les hommes vivront longtemps de ces quelques paroles, et les géomètres. Crois-tu qu'il n'y ait pas chez eux une recherche singulière et des exemples merveilleux de cette espèce rigoureuse de beauté ? Socrate. Mais elle est ce qu'ils ont de plus précieux. Chaque but particulier qu'ils poursuivent, ils y tendent par le rapprochement des vérités les plus générales, lesquelles ils semblent d'abord réunir et composer sans arrière-pensée. Ils dissimulent leurs desseins, ils cachent leur visée réelle. On ne voit pas d'abord où ils veulent en venir. Pourquoi tirer cette ligne? Pourquoi nous rappeler cette proposition? Pourquoi faire ceci et faire cela? Il n'est plus question du problème qui était en jeu. On dirait qu'ils l'ont oublié et qu'ils se perdent dans l'éloignement dialectique. Mais tout à coup, ils font une simple remarque. L'oiseau tombe des nues, la proie est à leurs pieds et nous nous demandons encore ce qu'ils prétendent faire, que déjà, ils nous regardent en souriant. Phèdre, avec mépris. Socrate. Ces artistes-là n'ont point de raison d'être modestes. Ils ont trouvé le moyen de mêler inextricablement la nécessité et les artifices. Ils inventent des tours et des prestiges qui sont comme la jonglerie de la raison. La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. Mais quant à leur secret, il est assez connu. Ils substituent à la nature, contre laquelle s'évertuent les autres artistes, une nature plus ou moins extraite de la première, mais dont toutes les formes et les êtres ne sont enfin que des actes de l'esprit, actes bien déterminés et conservés par leur nom. De cette manière essentielle, ils construisent des mondes parfaits en eux-mêmes, qui s'éloignent parfois du nôtre au point d'être inconcevables, et parfois s'en approchent jusqu'à coïncider en partie avec le réel. Phèdre. Et il arrive que l'extrême de la spéculation donne parfois des armes à la pratique. Socrate. Cette étendue de leur pouvoir est le triomphe même de ce mode de construire dont je te parlais. Phèdre. Par principe séparé? Socrate. Par principe séparé. Phèdre. Je vois bien ces principes et cette séparation dans les choses spéculatives. Mais le réel se prête-t-il aussi bien à ces distinctions? Socrate. Pas si aisément. Tout ce qui est sensible existe, en quelque sorte, de plusieurs façons. Tout ce qui est réel tient à une infinité de suites, remplit 1000 fonctions. Il emporte avec soi bien plus de caractère et de conséquences que l'acte d'une pensée n'en peut embrasser. Mais dans certains cas et pour un certain temps, l'homme se soumet à cette réalité si nombreuse et en triomphe quelque peu. Phèdre. J'ai entendu les mêmes choses au Pirée. Une bouche très salée tenait des propos peu différents de ceux-ci. Elle disait crûment qu'il fallait ruser avec la nature et, suivant l'occurrence, l'imiter pour la contraindre. L'opposer à elle-même et lui ravir les secrets qui se retournassent contre son mystère. Socrate. Tu as donc connu une quantité de Palinos? Phèdre. Je suis naturellement curieux des gens de métier. Je recherche avidement les personnes de qui les idées et les actes s'interrogent et se répondent nettement. Mon sage du Pirée était un Phénicien d'une étrange multiplicité. Il fut d'abord esclave en Sicile. D'esclave, il devient mystérieusement le patron d'une barque et de marin se fit maître qu'Alpha. Las de radoupe et laissant de vieilles coques pour les neuves, il s'institua constructeur de navires.
Sa femme tenait un cabaret à quelques pas de son chantier. Je n'ai pas vu de mortel plus varié dans ses moyens, plus instruit en stratagème, plus curieux de tout ce qui ne les regardait pas, plus habile à s'en servir dans les choses qui le concernaient. Il envisageait toutes les affaires sous le seul rapport de la pratique et des procédés. Mais même le vice et la vertu lui étaient des occupations qui ont leur temps et leurs élégances particulières et qui s'exercent selon l'occasion. Parfois, disait-il, on prend le largue, et parfois on est au plus près. L'essentiel est de naviguer proprement. Je pense bien qu'il a dû sauver quelques hommes dans des événements de mer et en assassiner quelques autres à cause de ces difficultés qui naissent dans les lupanars ou dans des négociations laborieuses entre pirates. Mais le tout bien exécuté. Socrate. J'ai grand peur que son ombre ne soit du côté de chez Ixion. Phèdre. Bah, il se sera tiré d'affaire. Il n'a jamais perdu la tête. Il se répétait à tout moment « Tiens bon, quel brave homme c'était. Jamais un regret, jamais un reproche, jamais un remords, jamais un souhait. Mais tout acte et argent comptant. » Socrate. Qui vient faire cette canaille dans notre analyse? Que vient faire, cette canaille dans notre analyse? Phèdre. Tu vas voir quel coup de main le cher homme va nous donner. Sache donc, délectable Socrate, qu'il était pourvu des oreilles les plus fines et les plus profondes que jamais crâne ait possédées. Tout ce qui pénétrait dans ces labyrinthes embroussaillés était la proie d'un monstre singulièrement avide. La bête qui s'abritait dans cette forte coquille s'engraissait de toutes choses précises. Je ne sais combien de langages, de recettes elle avait digéré, combien de sagesses variées elle avait changées en une substance choisie. Elle avait sucé tant d'autres cervelles. Je l'imaginais entourée des débris et des coques vides de 1000 esprits épuisés. Socrate. Mais tu me peins un poulpe. Phèdre. Mais un poulpe qui interroge les eaux peuplées, choisit, bondit, brandissant ses fouets dans l'épaisseur de l'onde, et qui vertigineusement s'empare de ce qui lui convient. N'est-il pas un vivant 100 fois plus vivant que l'immobile éponge? Combien d'éponges nous avons connues, collées à jamais sous un portique d'Athènes, absorbant et restituant sans effort toutes les opinions fluctuantes autour d'elles, éponges de paroles baignées, imbues indifféremment de Socrate, d'Anaxagore, de Mélitos, du dernier qui a parlé. Les éponges et les seaux ont ceci de commun qu'ils adhèrent, ô Socrate. Mais quant à mon fils de la mer, enfant très curieux de la putain retentissante qui appelle éternellement les hommes, il s'était approprié et assimilé ce qui était le meilleur quant à lui-même. Issu d'aventures étonnantes et de pêches véritablement miraculeuses, pâli, noirci, doré successivement par les climats, ayant observé de ses propres yeux les météores qui ne se rencontrent presque jamais, rusé avec les poissons les plus subtils, séduit les marchands les plus durs, embobiné les plus infidèles et barguigné çà et là quant au salaire, à donner ou à recevoir, avec bien des aigres prostituées, cet homme, le croirais-tu, quand il revenait des périls, allait, se reprenant des plus basses débauches, s'entretenir avec les savants hommes, les sages et les doctes qu'il avait appris de révérer. Socrate. Et où avait-il appris? Phèdre. Sur la mer. Là, quand tu es perdu loin des terres, le navire étant comme un aveugle abandonné sur le toit d'une maison, il arrive que le conseil donné par un de ses sages te soit le signe du salut. Une parole de Pythagore, un précepte et un nombre qu'on retint de Thalès, si tout à coup quelques planètes se découvrent, et si le sang-froid ne t'a pas abandonné, te reconduisent à la vie. Socrate. Mais toi-même, où me conduis-tu? Phèdre. Je voulais te guider aux édifices de bois que bâtissait le Phénicien. Il fallait peindre l'homme, tout d'abord. Si tu l'avais vu une seule fois, avec ses yeux bordés de rouge, et pareil au fond cuivré de la mer brûlante, sur lesquels se rencontre le poisson vert qui est dangereux à manger. Mais nous parlions, cher Socrate, du mariage de la pratique avec la théorie. Je pensais te faire sentir à quel point les vicissitudes de sa vie, les leçons qu'elle lui avait vendues, celles qu'il avait prises des sages,
se combinaient dans son esprit. Ce Phénicien audacieux ne cessait de considérer dans son âme le problème de la navigation. En soi-même, il agitait incessamment l'océan. Qu'est-ce que l'homme peut opposer à cet univers inconstant, travaillé de loin par les astres, couru de houles et de montagnes transparentes, incertain sur ses bords, inconnu dans ses profondeurs, origine de tout ce qui vit, mais tombe impénétrable au mouvement du berceau et recouverte de lumière? Son démon industrieux le poussait à vouloir faire les meilleurs vaisseaux qui eussent jamais entamé les ondes de leur tailloir. Et cependant que ces émules se bornaient à imiter les modèles en usage, de copie en copie continuaient de reconstruire la nef d'Ulysse, sinon même l'arche immémoriale de Jason, lui, Tridon le Sidonien, ne cessant d'approfondir les parties inexplorées de son art, brisant les assemblages d'idées pétrifiées, reprenant les choses à leur source. Socrate. La plupart, cher Phèdre, raisonnent sur des notions qui non seulement sont toutes faites, mais encore que personne n'a faites. Nul n'en est responsable, et donc elles servent mal tout le monde. Phèdre. Mais lui, te dis-je, s'était fait des clartés toutes personnelles. Socrate. Ce sont là les seuls qui puissent être universels. Phèdre. Il imaginait passionnément les natures des vents et des eaux, la mobilité et la résistance de ces fluides. Il méditait la génération des tempêtes et des calmes, la circulation des courants tièdes et de ces fleuves immiscibles qui coulent, mystérieusement purs, entre des murailles sombres d'eau salée. Il considérait les caprices et les repentirs des brises, les incertitudes des fonds et des passes, et des traîtres estuaires. Socrate. Par Dieu, comment de tout ceci faisait-il un navire? Phèdre. Il croyait qu'un navire doit être, en quelque sorte, créé par la connaissance de la mer et presque façonné par l'onde même. Mais cette connaissance consiste, à la vérité, à remplacer la mer, dans nos raisonnements, par les actions qu'elle exerce sur un corps. Tellement qu'il s'agisse pour nous de trouver les autres actions qui s'opposent à celle-ci, et que nous n'ayons plus affaire qu'à un équilibre de pouvoir, les uns et les autres empruntés à la nature, où ils ne se combattaient pas utilement. Mais nos pouvoirs en cette matière se réduisent à disposer de forme et de force. Tridon me disait qu'il imaginait son vaisseau suspendu au bras d'une grande balance, dont l'autre bras supportait une masse d'eau. Mais je ne sais trop ce qu'il entendait par là. Mais encore, la mer agitée ne se contente pas de cet équilibre. Tout se complique avec le mouvement. Il cherchait donc, quelle que soit la forme d'une coque, dont la carène demeure à peu près la même, que le navire roule d'un bord à l'autre, ou qu'il danse, d'autre façon, autour de quelque centre. Il traçait d'étranges figures qui lui rendaient visibles, à lui, les secrètes propriétés de son flotteur, mais moi je n'y reconnaissais rien d'un navire. Et d'autres fois, il étudiait la marche et les allures, espérant et désespérant d'imiter la perfection des poissons les plus rapides. Ceux qui nagent facilement en surface et se jouent dans l'écume entre deux plongées, l'intéressaient entre tous. Il parlait, avec l'abondance d'un poète, des thons et des marsouins, au milieu des bons et des libertés desquelles il avait si longtemps vécu. Il chantait leurs grands corps polis comme des armes, leurs museaux comme écrasés par la masse de l'eau opposée à leur marche, leurs ailerons et leurs nageoires, rigides comme le fer et coupant comme lui, mais sensibles à leurs pensées de poisson, et gouvernant vers leur destin, selon leurs caprices, et puis leur maîtrise vivante au milieu des tempêtes. On eût dit qu'il sentait par lui-même leur forme favorable conduire, de la tête vers la queue, par le chemin le plus rapide, les eaux qui se trouvent devant eux, et qu'il s'agit, pour avancer, de remettre derrière soi. C'est une chose admirable, ô Socrate, que d'une part, si nul obstacle n'empêche ta course, la course est tout à fait impossible. Tous les efforts que tu enfantes se détruisent l'un l'autre, et tu ne peux pousser d'un côté, sans te repousser de l'autre, avec une égale puissance.
Mais d'autre part, l'obstacle nécessaire étant réalisé, il travaille contre toi, il boit tes fatigues et te concède parcimonieusement l'espace dans le temps. C'est ici que le choix d'une forme est l'acte délicat de l'artiste, car c'est à la forme de prendre à l'obstacle ce qu'il lui faut pour avancer, mais de n'en prendre que ce qui empêche le moins le mobile. C'est ainsi que s'achève cette lecture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt sur D8.